Alors, bienvenue dans cette section de démystification des SIG avec QGIS. Donc, ici, on va comprendre réellement c'est quoi la géomatique, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire, quels sont tous les éléments dont nous avons absolument besoin de comprendre pour pouvoir nous orienter dans la chute de tout ce que nous ferons après. Et donc, pour ce qui est des notions de base, on va d'abord comprendre c'est quoi un SIG. Donc, ici, il faut comprendre que un SIG est d'abord un système qui est constitué de plusieurs éléments et dont, une fois qu'on les met ensemble, nous permettent de d'abord collecter des informations sur la Terre, de pouvoir analyser ces informations-là et au finish, de pouvoir répondre à un problème qui a été posé. Donc, nous avons trois étapes. Une phase de collecte des données, une phase d'analyse et de traitement des données et la dernière phase, un résultat qui nous aide à prendre une décision. Et donc, nous allons mieux comprendre cela dans la suite. Nous avons ici les types de données. Donc, les types de données ici, c'est là que ça part vite en besogne. Donc, ici, on va faire simple. Il y a deux types de données qu'on utilise beaucoup dans les SIG. Et la première sont les données spatiales. Donc, données spatiales, ce sont juste des informations auxquelles on arrive à associer des coordonnées X, Y ou longitude et latitude. Donc, si nous prenons par exemple une pharmacie qui se trouve en bordure de route, elle est juste une pharmacie. Mais à partir du moment où nous prenons un GPS différentiel ou un Garmin pour pouvoir mapper la position exacte de cette pharmacie, l'information qu'on vient d'obtenir là est une donnée spatiale. Pourquoi? Parce que nous avons des coordonnées X, des Y ou longitude, latitude qui y sont maintenant rattachés. Voilà. Et donc, pour tous les éléments que je trouve à la surface de la Terre, que ce soit des maisons, des cours d'eau, des lacs, des routes, tant qu'une information est sur la Terre et qu'on peut prendre un GPS différentiel ou un autre appareil pour lever ces coordonnées, automatiquement, les informations qu'on reçoit sont des données spatiales. Voilà. Ensuite, nous avons le deuxième type de données qui n'est rien d'autre que les données attributaires. Donc, c'est le nom qui fait joli, mais ce n'est rien d'autre qu'un tableau qu'on associe aux données spatiales. Voilà. Et ce tableau-là contient des informations que nous allons utiliser pour mieux comprendre notre donnée spatiale. Donc, toujours en prenant l'exemple de la pharmacie, après avoir levé les coordonnées X, Y qui constituent ici nos données spatiales, on peut maintenant faire des enquêtes pour ajouter d'autres informations telles que le nombre de personnes qui travaillent dans la pharmacie, le nom du propriétaire, les médicaments qu'on trouve dans la pharmacie, les heures d'ouverture, de fermeture. Vous voyez, toutes les autres informations qu'on peut rattacher à notre donnée spatiale sont des données attributaires. Et leur utilité, c'est juste de nous permettre de mieux connaître ou mieux comprendre notre donnée spatiale. Voilà. Ensuite, nous avons les modes de données. Donc, pour ce qui est des modes de données, nous avons deux modes également. Donc, le premier, c'est le mode vecteur. Voilà. Et le mode vecteur, c'est juste un mode de représentation des données spatiales. Donc, ici, on va utiliser des points, des lignes et des polygones pour pouvoir matérialiser les informations que nous avons à la surface de la Terre. Donc, précédemment, quand on parlait des données spatiales, on a dit que on peut, tous les éléments qui sont à la surface de la Terre, une fois qu'on prend leurs coordonnées X, Y, automatiquement, ces informations deviennent des données spatiales. Donc, ici, le mode vecteur, en fait, nous donne juste la possibilité de pouvoir catégoriser ces types d'informations. Donc, si je prends toujours le cas de notre pharmacie. Quand on prend l'application Google Maps, on voit que toutes les pharmacies sont généralement représentées par un cercle blanc avec une croix rouge à l'intérieur. Donc ça, ce sont des points qui ont été marqués pour identifier ces pharmacies. De la même manière, quand j'ai un cours d'eau, un lac, je peux prendre un outil polygone pour marquer le contour de cette surface-là. Et donc, c'est trois éléments, point, ligne et polygone, vont nous permettre de représenter tous les éléments qui sont à la surface de la Terre.
Voilà. Et juste après, nous avons le deuxième mode qui est le mode raster. Donc ici, on ne va pas s'embrouiller. Le mode raster, c'est un mode de représentation des images. Donc dans un projet, je peux avoir une image drone, une image satellitaire ou une carte qui a été numérisée, etc. Tout ça, ce sont des rasters. Donc on retient juste que les rasters sont des images. Ensuite, nous avons les formats de données. Donc, pour ce qui est des formats de données, c'est basé sur les modes vecteur et raster. Donc, pour le mode vecteur, on a le format shapefile qui est le plus utilisé. Voilà, dans un SIG. Ensuite, on a le format GeoJSON. Donc, ça, c'est plus pour ceux qui font les applications de cartographie comme Yango, Google Maps. Voilà, tout ce qui serait hébergé sur un serveur en ligne. Ensuite, on a le format KML, KMZ qui nous permet de projeter nos informations sur Google Earth. Ensuite, le format GeoPackage qui est aussi beaucoup utilisé nous permet de stocker toutes les informations ou bien toutes les données d'un projet dans un seul fichier. Et on a également le format DXFDWG qui nous permet de prendre des données sur AutoCAD pour les envoyer sur QGIS ou de prendre sur QGIS pour aller sur AutoCAD. Donc ça sont des trucs qu'on va voir dans la pratique. Donc ça sera plus concret, plus simple et plus facile à comprendre. Et enfin nous avons le format du mode raster. Donc ici il faut comprendre que ce sont les extensions d'images qu'on a l'habitude de voir. Donc JPEG, PNG, IMG, GeoTIFF, etc., etc. Mais le format qui va beaucoup revenir, c'est le format GeoTIFF ou .TIFF. Donc c'est le format idéal pour pouvoir conserver les informations telles que la position, le géoréférencement et autres de nos images. Voilà. Et il faut comprendre aussi que les rasters dont nous parlons ici sont différents des photos que nous prenons directement avec le téléphone. Voilà. Donc la différence est que nos photos avec les téléphones, il n'y a pas de coordonnées XY qui est rattaché à chaque élément qui se trouve sur l'image. Donc c'est pas une image qui est, comme on appelle ça, spatialisée. Voilà. Par contre, quand vous prenez une image drone, elle est spatialisée. On peut faire une vue de dessus normale. Et chaque élément qui se trouve sur l'image a une coordonnée X, Y, Z que nous pouvons trouver. Donc c'est un peu ça. Ensuite, nous avons les systèmes de coordonnées. Donc, en SIG aussi, les systèmes de coordonnées sont hyper importants. Donc, on a deux systèmes qu'on va beaucoup utiliser. Le premier sont les coordonnées géographiques. Donc, ici, c'est vrai qu'il y a mieux le schéma, mais n'ayez pas peur, on calcule pas. On va pas s'embrouiller. Et donc, ici, il faut comprendre que lorsque vous travaillez sur un projet qui fait intervenir plusieurs systèmes de coordonnées, donc zone 29, zone 30, zone 31, vous voyez, plusieurs systèmes UTM et autres. Donc ici, si vous prenez WGS 84 UTM zone 30 nord, alors qu'il y a une partie qui est dans 29, une autre qui est dans 31 et autres, c'est bizarre. Donc les trucs ne seront pas à leur emplacement exact comme il se doit. Donc pour éviter de se retrouver dans ce cas de figure-là, on utilise des coordonnées géographiques qui couvrent toutes ces zones à la fois. Donc pour résumer ici, on va utiliser les coordonnées géographiques lorsqu'on sera en train de travailler sur des projets à petite échelle qui touchent par exemple différents pays ou différentes zones qui ont des coordonnées UTM qui ne sont pas les mêmes. Voilà. Ensuite, nous avons les coordonnées UTM. Donc ici, on va les utiliser à grande échelle. Donc si je travaille par exemple sur une ville bien précise, Abidjan, où je sais que c'est zone 30 nord. Là, j'utilise mes coordonnées UTM. J'ai pas de problème de est-ce qu'il y a 29 dedans, est-ce que, vous voyez. Donc là, ça me permet d'être flex, de travailler concrètement sur mes projets et voilà. Et donc, c'est un peu ça, les éléments de base qu'il faut absolument comprendre pour pouvoir bien démarrer en SIG. Et sans plus tarder, on est maintenant à la phase 2. Donc, on va passer à la pratique en voyant l'interface, en comprenant comment importer les shapes, les images, créer des couches, éditer et faire une mise en page cartographique. Donc, ça ne sera pas du tout long. Voilà. Et une fois que vous maîtrisez ça, vous serez en mesure de pouvoir vous orienter dans la chute de votre apprentissage. Donc, on se chope dans la section 2.
Alors, dans cette deuxième section, nous abordons les choses pratiques. Donc, ici, vous avez le logiciel QGIS. Et donc, quand vous l'ouvrez pour la première fois, l'interface va apparaître plus ou moins de cette manière. Donc, ici, je vais cliquer sur la page blanche pour ouvrir un nouveau projet. Et là, vous avez l'interface de notre logiciel. Donc, ici, juste en haut, vous avez des éléments comme projet, éditer, vue, couche, préférence, jusqu'à traitement et aide. Donc, ces éléments, on les appelle les barres de menu. Donc, c'est ces éléments qui contiennent toutes les fonctionnalités de notre logiciel. Donc, c'est un peu comme quand vous partez dans un restaurant, vous demandez quel est le menu. Et en fonction du menu, vous avez les plats aboutis, rapanés, les trucs comme ça. Donc, c'est la même chose. Donc, ici, par exemple, si je viens sur le menu raster, calculatrice raster, analyse, projection. Donc, ça, ce sont les mets ou bien les plats qu'on me propose à aboutir. C'est à ce niveau. Et donc, juste après, vous avez des petits outils ou des symboles, voilà, qui apparaissent un peu partout. Donc ça, on les appelle les barres d'outils. Donc, ce sont des raccourcis qui permettent d'accéder plus simplement ou plus facilement aux fonctionnalités. Donc, si je prends par exemple l'outil que je viens dans le menu projet, ici, vous voyez ce logo là, c'est mis nouveau. Donc, c'est lui qu'on retrouve directement juste ici. Voilà. Donc, au lieu d'aller dans projet pour aller chercher le plat est devant moi maintenant. Je mets ma main dessus et puis je commence à d'abord. Donc c'est un peu ça. Et juste après, on a ici deux parties. On a une première partie qu'on appelait explorateur. Donc ici, on peut voir que et on a 10C, 10D, 10E, le contenu de mon disque en fait. Donc tous les éléments que je trouve sur mon ordinateur, c'est-à-dire mes disques, mes données, c'est ici que ces éléments apparaissent. Et juste en bas, on a une autre partie qu'on appelle couche. Donc ici, toutes les informations qu'on va ajouter dans notre projet, c'est à ce niveau que ces informations apparaîtront. Voilà, donc c'est un peu comme l'outil gestionnaire de calque sur AutoCAD. Et après, vous avez au milieu ici un espace blanc. Voilà, mais c'est pas blanc en réalité. Donc c'est le globe terrestre ou la Terre que vous voyez de cette manière. Et la preuve, quand je bouge, vous voyez que les coordonnées juste en bas, ici, changent. Voilà, donc ici, c'est le globe terrestre que nous avons ici. Toutes les informations que nous allons ajouter dans notre projet vont apparaître à ce niveau. Et juste à côté, vous avez boîte à outils de traitement. Donc ici, c'est là que les outils d'analyse de notre logiciel se trouvent. Et ici, ce n'est pas affiché chez vous. Vous cliquez sur traitement et vous cliquez sur boîte à outils. Voilà, donc boîte à outils et il va apparaître. Donc c'est un peu ça. Pour ce qui est de l'interface de notre logiciel. Et dans ce que nous allons faire ici, on ne va pas utiliser l'explorateur. Donc on va voilà, le désactiver et garder uniquement couche. Maintenant, au cas où vous voulez le faire réapparaître, faites clic droit dans le vide en haut et vous pouvez l'activer juste ici. Explorateur, il va réapparaître. Donc moi je vais l'enlever. Ok, donc pour ce qui est des données que nous allons utiliser, vous regardez en bas, il y a un lien juste en dessous de cette vidéo là pour pouvoir télécharger les données de la formation. Donc ici, moi, c'est déjà fait. Donc là, vous avez trois éléments, orthophoto, couche shapefile, image satellitaire. Donc ce sont ces données là que nous allons utiliser. Donc on va y aller avec les premières données. Donc ici, je vais extraire les couches shapefile. Donc, je viens donc extraire. Ok. Donc, à l'intérieur, j'ai lac, route, site touristique. Je vais également extraire le deuxième image sat. Pareil pour l'autre photo. Voilà. Ok. Donc, une fois que c'est fait, on passe maintenant à la pratique. Ok. Donc, ici, la première chose que nous allons faire, c'est d'appeler des données dans notre projet. Donc, c'est ce qu'on appelle importer. Donc, les couches, ce ne sont rien d'autre que
les fichiers qu'on va utiliser dans notre projet. Donc ici, pour appeler des données dans notre projet, on vient dans couche et on vient dans ajouter une couche. Ensuite, on vient dans, ici on a plusieurs propositions, couche vecteur, couche raster, maillage, texte, délimité, etc. Donc ici, c'est comme une route. Il y a une route qui permet d'aller à l'école, une autre au travail, une autre à l'église, une autre ailleurs. Et si vous prenez, si vous voulez partir à l'église, que vous prenez route de l'école là, forcément vous n'allez pas arriver à l'église. Donc, c'est la même chose. Si vous voulez ajouter vecteur, que vous partez dans raster, ils vont mettre Tigba croix rouge. Ça va pas prendre. Donc ici, vous devez d'abord vous demander quel est le type d'élément que je vais ajouter. Si c'est vecteur, vous prenez roue de vecteur. Si c'est raster, vous prenez roue de raster. On ne mélange pas. Ok. Donc ici, on prend couche vecteur. Et on a cette interface qui apparaît. Donc ici, on est sur rassuré qu'on est toujours dans vecteur. Je vais réduire un peu la taille. Voilà. Et ici, vous cliquez sur les trois points qui se trouvent à l'extrémité ici, parcourir. Et on va retrouver nos données. Donc ici, je viens dans couche shapefile. Et ici, on va ajouter d'abord site touristique. Donc je fais ouvrir, ajouter, fermer. Et là, voici trois points qui sont apparus sur la terre. Et juste à côté ici, nous avons site touristique. Voilà. Et donc ça, c'est une couche vecteur que nous venons d'ajouter. Mais sa particularité, c'est que on a pris des points pour marquer la position des sites touristiques. Ensuite, pour ajouter d'autres éléments, c'est la même chose. Donc, couche vecteur. Et je vais prendre cette fois-ci une couche de type linéaire. Donc, je prends route. Voilà, je fais ajouter, fermer. Et voici les routes. Voilà. Donc, ça, pour ceux qui ont déjà fait un toit Yacro, bon, ils savent que c'est Yacro, hein. Voilà. Et juste après, je vais ajouter maintenant une couche de type polygone. Donc, je viens d'ajouter une couche vecteur et je prends lac, ajouter, fermer. Donc, ici, voici les jolis lacs au caïman de Yacro. Donc, ici, c'est un peu ce process qu'on utilise pour ajouter des données dans QGIS. Donc, faut identifier d'abord c'est quel type de données. Si c'est vecteur, vous prenez ajouter une couche, vecteur, vous partez, vous sélectionnez l'élément et hop, c'est bon. Maintenant, une question qu'on pourrait se poser, c'est, mais il y a beaucoup de fichiers de l'autre côté, comment je fais pour savoir qui est vecteur, etc. Donc pour faire ça, je viens dans ajouter couche et ici vous avez raison, il y a plusieurs éléments, CPG, DBF et donc ici, une couche shapefile là, c'est pas un seul fichier. C'est plusieurs fichiers, voilà, qu'on associe. Mais il y a un seul qu'on ouvre. Donc, pour ne pas vous casser la tête, vous regardez juste en bas où c'est mis tous les fichiers. Et vous pouvez sélectionner le format exact. Donc ici, je prends S3 shapefile. Et je vois que tous les autres ont disparu. Il reste que les shapes. Donc je vais les ajouter tous ensemble. Voilà, donc ici que j'ai mes sites touristiques, mes routes et mes lacs. Donc, une autre chose avant de passer à la chute, ici vous devez comprendre que l'ordre de superposition des couches est extrêmement important. Donc, si vous avez par exemple un site touristique qui se trouve juste en bas de ce lac, que on prend, bon, je dessine rapidement. Donc, prenons par exemple, on met un truc ici. Donc, il y en a un site touristique qui est là. Et que je prends site touristique que je mets en bas, vous voyez, il a disparu, on ne le voit pas. Par contre, quand je désactive lac, on voit qu'il y a effectivement un élément. Donc, l'ordre dans lequel on superpose les éléments, c'est très important. Les points doivent être toujours en haut, les routes, tout ce qui est aligné au milieu et les polygones en bas.
Voilà, donc ça c'est un principe qu'on utilise beaucoup en carto. Voilà. Donc dans la chute, après quand on fera les mises en page, on va modifier les couleurs, faire les symbologies, rendre ça chic, chic, joli, joli. Voilà. Mais pour l'instant, voici comment on importe les données de type vecteur dans QGIS. Ensuite, on va voir maintenant comment ajouter des données raster. On a dit précédemment que les rasters, ce sont essentiellement des images. Donc ici, notre image satellitaire de Yacro, c'est un raster. Donc on vient dans couche, ajouter une couche. Et ici, on va prendre, ajouter une couche raster, puisque c'est une image. Donc, je clique sur les trois points. Et là, je viens dans image satellitaire. Et je prends celle qui est en bleu, où il y a le logo bleu à côté. Et je fais ouvrir, ajouter, fermer. Et là, voici mon image qui apparaît juste en bas. Donc, l'ordre aussi important. Les rasters doivent être toujours en bas. Donc, ici, voici le résultat que ça me donne. Donc, ici, on voit clairement que tout ce qui a été tracé, tous les leviers qui ont été faits, ont été faits à partir de cette image. Donc, voici un peu comment est-ce que on importe les données dans un SIG. Voilà. Et si c'est bon à ce niveau, on passe à la suite. Ok, donc ici nous allons maintenant voir comment créer des données dans QGIS, c'est-à-dire créer des couches ou bien faire des levées. Donc la première des choses à comprendre ici, c'est que pour faire des levées dans QGIS, on doit avoir un support à partir duquel on fait nos levées. Donc avec un GP différentiel là, le support là, c'est le terrain lui-même. On va et on marque les points. Tac, 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 tac. Et puis, on fait sortir la polygone. Donc, ici, si vous voulez le faire la même chose sur QGIS, ça veut dire quoi? Votre terrain est dans votre ordinateur. Et généralement, ce sont les images raster, images drone ou satellitaires qu'on utilise. Donc ici, la première des choses à faire, avant de créer nos données ou bien faire nos levées, on doit ajouter notre support qui est l'image. Donc ici, on va dans couche, ajouter une couche raster et je vais sélectionner notre image. Donc on vient dans Autophoto Avatar et on sélectionne ouvrir, ajouter, fermer. Donc ici voici notre terrain qui est là. Donc ça c'est une image drone, raison pour laquelle le résultat est très très net. Donc ça, si vous voulez apprendre à faire de tels levées, traiter les images, avoir de tels résultats, vous verrez dans la chute, il y a d'autres formations à l'action sur la boutique que vous pourrez prendre. Ou bien vous venez à la formation en présentiel où on met tout ça au clair. Genre, on démonte en fait, on démystifie, on rend ça comme l'eau des roches. Ok, donc ici, une fois que notre terrain est dans notre appareil, tout est bon, on va maintenant créer les supports dans lesquels on va stocker maintenant chaque levée. Donc ici, le principe est simple. Pour chaque information qu'on doit lever sur l'image, on crée une couche. Genre, c'est comme si c'était un dossier où on allait mettre les éléments. Donc, si je veux lever des bâtiments, je crée une couche bâtiment. Si je veux lever des routes, je crée une couche route. Si je veux lever des points, comme on appelle ça, des parkings, je crée une couche et que je nomme parking et je lève les éléments qui correspondent. Donc, ici, c'est un peu comme sur AutoCAD, on prend d'abord que des points et après on relie et on met chacun dans son calque. Ici, c'est du tac au tac. Les calques, on crée ça avant de faire les levées. Donc ici, pour créer notre calque ou bien notre couche, on va d'abord lever, comment on appelle ça, les routes. Voilà, donc on vient dans couche, créer une couche. Donc ici, c'est pas ajouter, c'est créer une couche. Et on vient dans nouvelle couche, shape file. Voilà. Et ici, je vais réduire un peu. Voilà. Et donc, en haut, c'est mis nom de fichier. Ici, n'écrivez jamais le nom. Si vous écrivez, vous ne saurez pas où le fichier va partir. Donc, vous cliquez sur les trois points. Et vous-même, vous partez choisir là où vous voulez que vos données soient enregistrées. Donc, si je vais nommer 03, création couche. Voilà. Et une fois que je crée le dossier, bon, je peux nommer lever tout simplement.
Ouais, ça sera plus concret. La plupart, vous êtes des géomètres, des géomaticiens, vous faites beaucoup de levées. Donc, lever. Voilà. Donc, j'ouvre le dossier. Et ici, on a dit qu'on veut lever les routes. Donc, ici, je mets route. Et je fais enregistrer. Ensuite, on a codage du fichier. Chez moi, c'est mis UTF-8. Chez vous, ça peut être système, ça peut être autre chose. Donc ça, c'est pas un problème. Ne touchez pas. Vous laissez tel que c'est. Ensuite, vous avez type de géométrie. Dans type de géométrie, vous prenez... euh, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va prendre polyligne. Pourquoi? Parce que ce sont des routes qu'on veut lever. Les routes sont linéaires. Voilà, donc on prend polyligne. Ensuite, dimension supplémentaire, Z, M. Donc ça, on laisse sur aucun. Ça ne nous intéresse pas. Ensuite, le système de coordonnées, ça c'est indispensable. Ici, vous remarquez, c'est mis 4326, d'où VGS 84. Donc ça, c'est coordonnées géographiques. Or, on est dans Abidjan, Abata, c'est zone 30 nord. Donc ici, on va changer. Pour changer, vous cliquez sur la petite maison qui est à la fin, hein, et vous écrivez dans filtre, vous écrivez zone 30N. Quand vous écrivez zone 30N, il peut arriver que en bas là, ça soit comme ça, rien n'apparaisse. Donc vous déroulez la flèche qui est là, projetez et vous descendez. Vous descendez jusqu'à ce que vous voyez WGS 84 slash UTM zone 30N. Donc faites attention, on ne prend pas complexe. Non, non, c'est pas bon. On ne prend pas 472, 72 BE. C'est WGS 84 UTM zone 30 Nord. Donc vous prenez ça et ça apparaît dans la zone. Donc la Côte d'Ivoire est quelque part ici. Vous cliquez sur OK. Et ici, vous validez. OK. Et là, voici votre calque, votre couche route qui vient d'être créée. Donc, c'est à l'intérieur de cette couche qu'on va ajouter les levées de route que nous allons faire. Donc, pour cela, vous sélectionnez route, vous activez le crayon qui est là et vous activez le V et le V qui est là, là. Il fallait dire vélo. Donc, vous activez le V et on vient sur notre image. On se met là et on commence nos levées. Donc ici, c'est progressif. De la même manière qu'on fait les levées avec le différentiel point par point. C'est la même chose. Ici, la particularité, c'est que au fur et à mesure que vous marquez les points, on relie en même temps. Donc, c'est pas dissocié. On met pas point d'abord et puis après, on relie. Ici, c'est en même temps. Voilà. Donc ici, je fais mon levé. Voilà. Maintenant, si vous marquez un endroit et qu'après c'est bizarre, vous voulez retourner, vous prenez la touche effacer. Voilà pour retourner en arrière. Voilà. Donc, une fois que c'est bon, que vous voulez valider, vous faites clic droit et vous cliquez sur OK. Donc, ça valide. Je vais changer la couleur, que ce soit plus visible. Donc, je prends orange. Je vais augmenter la taille. Appliquer. OK. Donc, ensuite, je viens ici, je continue mon levé. Je valide. Donc, ici, voici un peu ce que ce tronçon-là me donne. Donc, je reviens juste ici et je vais lever l'autre bordure. Donc ça, en vrai, ça prend un peu de temps, hein. Voilà, je valide. Je valide. OK. Ensuite, vous pouvez activer les accrochages pour pouvoir joindre facilement un bout. Donc, vous faites clic droit et vous activez l'accrochage. Vous cliquez sur ce symbole-là et voici, ça me permet de m'accrocher. Clic droit, OK. Voilà, donc ici, c'est un peu le process qui est là. Donc, je ne vais pas tout faire pour ne pas que ce soit extrêmement long. Donc, vous terminez, voilà, cette route-là. Vous faites toutes les routes, même celles qui ne sont pas bitumées ici, tout et tout. Donc,
Dans la mise en page, vous allez voir chez moi, c'est pratiquement, euh, je vais garder tous ces éléments. Donc, quand vous finissez, vous cliquez sur enregistrer la modification. Tant que vous ne cliquez pas sur enregistrer les modifications, tout ce que vous faites là n'est pas pris en compte. Donc ça veut dire quoi? Si votre ordinateur se tait ou bien quelque chose d'imprévu se passe, c'est fini. Vous n'allez pas pouvoir récupérer ce que vous avez fait comme travail. Donc c'est vraiment délicat. Donc il faut enregistrer régulièrement. Ensuite, on va voir maintenant comment créer une couche de type polygone pour pouvoir lever les bâtiments. Donc ici, pour ce faire, on vient toujours dans couche, créer une couche, nouvelle couche shapefile et on clique sur les trois points toujours. Et ici, on va mettre le nom bâtiment enregistré. Et ici, type de géométrie, on prend polygone. En bas, on prend zone 30 nord et on fait OK. Donc ici, voici notre couche bâtiment. On active le crayon et on active celui qui est là. Ensuite, je viens ici et je clique sur les sommets des bâtiments. Quand c'est bon, je fais clic droit et je valide. Clic droit et je valide. Donc là, voici un peu comment on fait le lever des bâtiments. Ensuite, je fais enregistrer. Et ici, pour pouvoir faire des levées de type ponctuel, on va considérer par exemple que on veut dire l'emplacement où il y a des voitures. Donc, ce ne sont pas des parkings, ce sont des attroupements de voitures. Donc, on va faire polygone, on va mettre des points pour marquer là où on trouve des véhicules. Donc ici, je vais dans couche et je vais créer une couche shapefile. Le nom, je vais mettre position. Ou je peux mettre parking. En tout cas, quelque chose qui va me permettre de marquer la position des voitures. Et je fais enregistrer. Ici, je prends point. Et ici, je prends 30 nord. Maintenant, comme précédemment, ici, on peut créer notre table attributaire directement. On a dit que la table attributaire permet d'ajouter des informations supplémentaires aux données spatiales. Donc, position ou bien parking qu'on vient de créer, on est en train de créer là, c'est une donnée spatiale. Maintenant, si on ajoute la marque des véhicules qu'il y a à tel endroit, le nombre de voitures, etc., sont des données attributaires. Donc ici, on va créer euh, une colonne qu'on va appeler par exemple nombre voiture NB. Bon, ici le nombre de caractères limité, donc NB voiture. Voilà. Et le type, on nous demande ici en fait c'est sous quel format ou bien comment est-ce que les éléments qu'on va ajouter seront. Est-ce que ce sont des chiffres, est-ce que ce sont des nombres décimaux, pardon. Est-ce que ce sont des chaînes de caractères, des dates, etc. Donc ici on va prendre euh, nombre entier. Voilà, on va mettre le nombre 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, la longueur, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Donc, quand vous finissez, vous faites ajouter à la liste. Ici, on va ajouter un autre champ qu'on va appeler MK pour Mac voiture. Mac voiture. Donc, ici, c'est des textes Toyota. Donc, on va prendre ici 20 par exemple. Et je vais ajouter. Donc, je clique sur OK. Et voici ma couche qui a été créée. Donc j'active le crayon. Je, j'active les trois points qui sont là. Et ici je viens. Je clique. Je peux écrire directement nombre de voitures. Donc ici je vais mettre des chiffres aléatoires. Donc je mets ici 7. Marque des véhicules qui sont à ce niveau. Je mets Toyota. Toyota. ID en mairie. Donc je fais OK. Voici mon point qui est là. Donc je pars par exemple ici. Ici je vais mettre nombre de voitures 39. Voiture, on va mettre Jeep. Ici, je vais mettre
62. Marque, on va mettre, c'est quelle marque même? Nissan. Bon, il sait pas si c'est une marque de voiture, hein. Ok. Ensuite, ici, on va mettre 19. Et la marque, on va mettre Panji. On écrit ça comment? Panji. Voilà. C'est la mais ce qu'ils existent encore. Bon, on espère que ça fonctionne. Panji. Et voilà. Donc, c'est un peu ça. Je fais enregistrer. Voilà. Et ici maintenant, on peut modifier la couleur des différents éléments. Donc, pour modifier les différentes couleurs sont les propriétés. Donc, ici, pour ce qui est des routes, je vais mettre au milieu les bâtiments en bas, les points en haut. Donc, l'ordre est respecté. Je fais clic droit, par exemple, sur bâtiment et je viens dans les propriétés. Donc, ici, je peux changer la couleur. Prendre bleu, appliquer, OK, ouais. Donc, les propriétés, hein, ça dépend de moi. Donc, je peux changer plein de trucs. Voilà, donc, vous manipulez. Et pour ce qui est des routes, je peux aussi changer la couleur. Donc, je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre la couleur. Voilà. Appliquer. OK. Donc, ça ressemble à la couleur de la route même. C'est pratiquement invisible. C'est pas bon. Je vais changer. Je vais prendre du blanc. Peut-être appliquer. OK. Voilà. On voit bien. Ensuite, pour ce qui est des étiquettes, ici, on peut ouvrir la table attributaire ici. Donc, voici le tableau dont on parlait. Ça qui est table attributaire. Donc, ici, on voit nombre de voitures, Toyota, 39, Jeep, etc. Donc, ici, quand je clique sur le 2 ici, on va voir que l'élément auquel ça correspond est sélectionné ici. Voilà, donc on sait que à tel point, il y a 30, dans tel parking, on a 39 voitures. Et les voitures qui sont là-bas sont des Jeeps. Donc c'est ça en fait qui fait la différence entre la cartographie d'avant et puis les SIG. Dans les SIG, on peut ajouter plein d'informations qui vont nous permettre de mieux comprendre l'élément qu'on est en train d'étudier et puis prendre une décision sans s'embrouiller. Voilà. Donc ici, on peut aussi afficher directement les étiquettes. Donc, je vais commencer d'abord par modifier la taille des points. Donc, vous pouvez prendre d'autres symboles. Vous pouvez prendre symbole de pharmacie. Donc, voilà. Et une fois qu'on finit de prendre le symbole qui nous correspond, on vient toujours dans propriété. Et ici, on va changer. On va faire apparaître les étiquettes. Donc, ici, vous venez dans étiquette simple. Et pour la valeur, si c'est le nombre de voitures que vous voulez faire apparaître, vous cliquez ici. Si c'est Mac, vous cliquez sur Mac et vous faites appliquer. OK. Et là, voici le nom qui apparaît juste à côté. Je vais changer le texte pour que ce soit plus visible. Donc, je vais prendre du noir pour voir. J'augmente un peu la taille et je mets en gras appliquer. OK. Voilà. Donc, ici, on a Jeep, Nissan, Kanji, Toyota, etc. Donc c'est un peu ça, la création des couches avec QGIS. Donc ça, c'est notre levée qu'on vient de faire comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous finissez, vous n'avez plus besoin de relier puisque c'est déjà fait. Donc vous pouvez prendre directement les données qui sont là et les envoyer sur AutoCAD. Vous faites votre mise en page de votre plan d'état des lieux. Normalement, vous êtes tranquille, etc. Donc c'est un peu ça. On passe maintenant à la mise en page d'une carte. Alors ici, nous allons procéder à la mise en page de notre travail. Donc ici, vous pouvez modifier les couleurs, prendre les éléments qui vous sied et tout, etc. Et une fois que vous avez une mise en page, une symbologie qui vous sied, vous allez dans projet. Et dans projet, on va aller dans gestionnaire de mise en page.
Et ici, on va cliquer sur créer. Et on va mettre M, A, MAP ou bien map. Donc, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Moi, je mets map juste pour... Voilà. Donc, vous cliquez sur OK. Et vous allez apparaître sur cette interface qui est là. Donc, ici, on a l'interface de mise en page de QGIS. Donc, en haut, vous avez les menus, ensuite les raccourcis. Et les outils qu'on va le plus utiliser sont ceux qui se trouvent ici à notre gauche de façon latérale. Ensuite, ici, vous avez la page. Donc ici, on va voir le format. Vous ouvrez les propriétés. Et ici, notre feuille, c'est une feuille A4 paysage. Donc ici, je vous recommande le format A3. Voilà. En fonction des éléments que vous allez mettre en évidence, vous prenez la page qui correspond. Donc je vais mettre 49. Voilà. En fonction de mon écran. Ok. Donc ici, une fois que vous prenez la page, il faut comprendre que le format paysage ou portrait que vous allez utiliser dépendra de comment vos données se présentent. Si vos données se présentent sur la verticale comme ça, vous prenez format vertical pour que on puisse bien voir. Si c'est sur les côtés, vous prenez paysage. Voilà, pour qu'on puisse mieux les représenter. Donc ici, une fois que c'est fait, la première des choses que nous allons faire ici, on va définir un contour de notre feuille. Donc je prends ici l'outil où il y a triangle, rectangle et autres. Donc je prends ajouter rectangle. Je me mets ici à l'extrémité et je définis, voilà, un cadre. Donc je peux changer la couleur. Je prends du noir. Vous voyez. Donc ici, bon, noir c'est pas bon, hein. Donc on va garder le blanc. Et je vais modifier juste le bordure pour mettre en noir si c'est pas déjà fait. Ok, donc j'ai mes bordures qui sont en noir. Ensuite, je vais utiliser un autre rectangle pour définir le cadre interne. Donc je viens un peu ici et je définis un cadre un peu. Voilà. Donc ici, je fais en sorte que l'espace que je laisse à gauche, à droite et en bas soient plus ou moins les mêmes. Parce que ce sont les coordonnées que je vais faire apparaître à ce niveau. Pour ce qui est du haut, à cause du titre qu'on va ajouter, l'espace doit être légèrement un peu plus grand. Voilà. Donc, une fois que ça, c'est fait, je vais ajouter un autre cadre ici où je vais faire apparaître la légende. Donc, je fais aussi de même pour l'échelle qui va apparaître juste ici. Voilà. Et je mets un cadre pour le titre. Un peu comme ça. Je vais centrer et faire monter légèrement. Donc au finish, l'espace que je laisse entre le cadre du haut et celui du bas est plus ou moins égal à ce qu'on a sur les côtés. Et voilà. Donc c'est là que mes coordonnées vont apparaître. Ok. Donc une fois que ça c'est fait, je vais maintenant appeler ma carte. Donc je viens ici. Là où c'est mis ajouter carte, je clique et je me mets en haut et je glisse jusqu'en bas. Voilà. Et là voici ma carte qui apparaît. Donc ici je vais faire descendre. Voilà. Donc je le mets en troisième position comptant du bas vers le haut. Donc le cadre qui est là, c'est lui qui est le premier. Ensuite, sur le cadre sélectionné, c'est lui qui est le deuxième ici. Donc ici je peux adapter l'échelle. Donc l'échelle ici c'est 11 000. Donc je peux prendre 11 000.
1100, pardon. Voilà. 1100. Et je vois que l'espace est plus ou moins bien occupé. Donc, pour déplacer uniquement le contenu de la carte, je prends cet outil ou bien raccourci et je déplace pour bien centrer. Donc ici, si vous remarquez, l'espace que j'ai en haut et en bas, il y a pratiquement plus rien. À gauche et à droite, là ça va. Si mes éléments s'étendaient, j'allais, voilà, utiliser l'espace en question. Donc ici, la configuration qui est là, mon projet est parfait. Donc ici, pour la taille des écritures, on voit que c'est un peu petit. Donc ça, quand on va finir, on va modifier. Ensuite, je vais ajouter euh, ma légende. Donc je prends l'outil qui est là. Et dans la liste, ici je prends ajouter légende. Et je vais dessiner le cadre que j'avais mis au départ. Voilà. Et là, voici les éléments de ma légende qui sont apparus ici. Donc, ici, je vais modifier les éléments de ma légende pour que ça apparaît plus normalement, plus grand. Donc ici, je désactive mise à jour auto. Je peux supprimer auto, photo, avatar. Donc pour cela, je descends, je prends le moins qui est là. Là, voici le résultat que ça me donne. Donc j'ai uniquement position, route, bâtiment. Voilà. Maintenant, position, bon, je vais changer le texte et je vais mettre autre chose. Je vais mettre par exemple parking pour que ce soit plus explicite. Voilà, parking. Et là, pour modifier la taille, je descends. Je viens dans format et police. Donc je descends ici, police. Je clique et là, je peux modifier la taille. Donc ici, je vais prendre 20, 22. Ok. Ensuite, je peux modifier la police. Voilà, l'extend. Je peux mettre en gras. Donc ici, on va laisser tel que c'est. Et ensuite, je vais modifier les symboles. Donc ici, la largeur des symboles. On va prendre par exemple 14. Et ici, on va prendre 8. Juste doubler un peu. Et voici le résultat que ça me donne. Donc je vais faire descendre pour mieux occuper l'espace. Voilà. Donc ici, je vais ajouter le titre. Donc je vais mettre légende. Voilà. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez vous-même écrire. Moi, je préfère écrire moi-même ma légende. Donc je viens dans le T qui est là, texte, et je définis un cadre. Je vais écrire légende. Voilà. Et là, j'écris légende. Je vais modifier la police et puis la taille. Donc ici, je mets l'extend. La taille, je vais prendre 22. Je vais prendre 25. Voilà. Et lui, je le mets en gras. Voilà. Donc ici, voici ma légende. Maintenant, pour ce qui est des routes, le texte, la couleur, c'est du blanc. Donc on est sur du blanc. La raison pour laquelle ça n'apparaît pas. Donc je vais garder comme ça. Ou bien je peux prendre un polyligne
et dessiner un peu, petit truc comme ça. Oh, le droit. Voilà. Je fais descendre légèrement. Ok. Donc ici, j'ai fini avec la légende. Je vais maintenant vais ajouter l'échelle. Voilà. Je vais centrer. Ok. Ensuite, il me reste la flèche du nord. Donc, je vais ajouter la flèche du nord ici. Et là, je peux prendre d'autres formats. Donc, je vais prendre ce format-là. Ok. Ensuite, il me reste maintenant les coordonnées aux extrémités. Donc, ici, je vais descendre et je prends gris. Donc, gris, je clique sur le plus et je fais modifier la grille. Ici, intervalle, je vais mettre 500. 500. Donc, c'est un peu, c'est trop. Donc, je mets 200. 200. Je vais mettre 100. Voilà. 100. Ok. Donc, ici, je vais changer continu. Je me crois. Et là, on voit que les croisillons apparaissent. Et je descends, je vais faire afficher les coordonnées. Ensuite, les coordonnées qui sont en haut et en bas, c'est bon. Je vais modifier celles qui sont sur les côtés. Donc, gauche, je prends vertical ascendant. À droite, si je prends vertical ascendant. Donc, je vais maintenant modifier la précision. Ici, c'est pas nécessaire. Donc, je vais mettre 0. Voilà. Et la police, je vais augmenter légèrement. Donc, je vais prendre l'extend. Cette police, ça me plaît. Et je vais mettre en gras. La taille, je vais mettre 12 ou 14. Bon, ça c'est bon. Donc après, je vais maintenant ajouter le titre. Donc je prends texte et je passe dans le cadre qu'on avait défini. Voilà. Donc ici, je mets carte du site Tabata. Je peux mettre image, drone, carte du site d'Abata. Bon, c'est là, c'est suffisant. Voilà. Donc je vais centrer, centrer. Voilà. Et la police, je vais augmenter la taille maintenant. Je prends toujours l'extend. Vous pouvez prendre la police s'il vous plaît. L'extend, cadre du site d'Abata, cadre du site d'Abata. 30.
Ok. Donc voici le résultat que j'obtiens après avoir fini la mise en page de ma carte. Ok. Donc là, on a terminé. Maintenant, pour exporter notre carte, voilà, on devait modifier la taille du texte. Donc ici, je viens dans propriété, propriété et étiquette. Ici, je vais prendre 17. Ou pourquoi pas. Je vais prendre 18 appliqué. Ok. Et je retourne dans la mise en page. Je fais actualiser. Et on voit que le texte apparaît un peu plus grand. Donc ici, une fois que c'est fait, vous cliquez sur exporter comme image et vous mettez le nom de la carte. Carte avatar map. Donc je vais dans mes données, lever et je fais enregistrer. Ici, vous gardez 300 dpi et vous faites enregistrer. Ok, donc là vous avez l'emplacement de votre fichier qu'on met juste en haut. Donc vous cliquez sur l'adresse et vous ouvrez votre carte. J'agrandis, je fais plein écran. Et voici le projet que nous avons réalisé. Donc ça c'est vraiment basique. Une fois que vous arrivez à ce stade, hop, vous avez compris les bases des SIG. Donc vous pouvez appliquer maintenant ceci à vos projets personnels, que ce soit des cas de localisation et autres. Donc ça c'est vraiment une initiation pour pouvoir mieux comprendre comment les choses fonctionnent. Voilà. Donc vous pouvez également l'enregistrer au format euh, PDF. Voilà, donc vous venez juste ici, exporter en PDF, vous mettez le nom, enregistrer, ok. Maintenant, une chose que j'oubliais, quand vous travaillez, vous devez enregistrer votre projet. Ça, j'avais complètement oublié. Donc ici, vous cliquez sur enregistrer le projet et vous mettez projet, apprendre les SIG avec QGIS. Enregistrer. Donc, l'enregistrement du projet est différent de l'enregistrement des données du projet. Donc, les deux sont dissociés ou distincts. Donc, n'oubliez pas de le faire régulièrement pour ne pas perdre votre projet ou vos données. Donc, c'est un peu ça. Et je vous mets dans la chose, je vous montre maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour aller plus loin si vous voulez apprendre encore d'autres choses. Alors, après avoir réalisé ce projet et précisément cette carte que vous voyez ici, vous avez fait le plus difficile. Et pour aller plus loin, je vous propose de réaliser ce projet qui est la réalisation d'un extrait topo avec QGIS. Donc, il est plus complexe, plus challengeant. Et une fois que vous arrivez à réaliser ce projet, vous avez la maîtrise complète des outils d'analyse qu'on n'a pas abordé précédemment. Et vous avez un outil, voilà, fait maison qui vous permet de réaliser vos extraits topo et autres sans passer par un logiciel qui est extrêmement coûteux. Donc, cette formation, elle coûte normalement 25 000, mais elle est actuellement en bonus. Donc, pratiquement
automatiquement à 5000 francs. Donc, en fonction des périodes, le prix peut changer. Et parce que vous avez déjà terminé cette formation-ci, donc vous pouvez y accéder à 4000 francs. Donc, vous avez 1000 francs de réduction sur le coût de cette formation. Donc, allez et prenez-la pour consolider les compétences que vous avez acquises. Donc, j'espère vous retrouver de l'autre côté. Merci.